Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Alors je sais qu'en ce moment j'en sors un peu des rapprochés, mais j'ai accumulé pas mal de services presse, donc c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos un peu plus proches plutôt que de faire une vidéo avec 60 livres. Voilà, c'est une question de pratique, je préfère en faire plus régulièrement que d'en faire un énorme à chaque fois, sachant que là j'ai quand même plus d'une trentaine de livres à vous présenter. Comme d'habitude je précise, j'ai la chance de recevoir beaucoup de services presse, c'est ce qui fait que je peux vous présenter autant de livres. J'essaye de les lire à chaque fois le plus rapidement possible pour vous faire des retours dessus. Je regarde là-bas parce que c'est là où j'ai toute ma pile. Et puis je suis aussi abonnée à des box livresques, donc Illumicrate et Fairyloot, ce qui fait que j'ai encore plus de livres à vous montrer chaque mois. Mine de rien, je suis abonnée à 4 box il me semble, donc 3 Fairyloot et une Illumicrate, donc ça fait pas mal de livres chaque mois aussi qui arrivent, sachant que maintenant j'avoue que je skip les livres qui ne m'intéressent pas, qui sont mal notés ou dont les résumés me parlent un petit peu moins, parce que c'est un sacré budget, donc j'ai pas tous les mois l'argent pour le payer. Comme d'habitude, j'ai organisé ça en 3 catégories. Donc la catégorie des services presse, donc les livres qui me sont envoyés par des maisons d'édition. La catégorie de livres édition collector, donc Fairyloot et Illumicrate, qui sont aussi des livres que j'achète. Mais on a une catégorie aussi achat, où là, pour le coup, il y a quasiment rien, parce que j'ai acheté qu'un seul livre ce mois-ci, qui est donc Fun History de Emily Henry, son tout nouveau livre. C'est une romance avec le trope du fake dating. Je l'ai absolument adoré. Je pense que c'est devenu mon Emily Henry favori. Vraiment, il était incroyable. Et on y suit nos deux protagonistes, Daphné et Miles, qui sont relativement très très bien dans leur vie. En tout cas, ils le pensent. Ils ont chacun un partenaire jusqu'au jour où leur partenaire, donc le mec de Daphné et la meuf de Miles, les quittent pour se mettre ensemble. Donc voilà, la nana de Miles va se mettre avec le mec de Daphné. Voilà, ils étaient amis d'enfance et ils ont dit ouais finalement on n'est pas juste amis, on est un peu plus que ça. Donc eux deux ils se retrouvent un peu désemparés parce que ils n'avaient pas du tout prévu que ça arrive. Donc ils vont commencer une colocation et surtout ils vont commencer peut-être une petite histoire de fake dating pour essayer de rendre leurs ex jaloux, et vraiment il était trop bien. C'est un livre qui est très focus sur la psychologie des personnages, la romance, il n'y a pas forcément des enjeux énormes, mais j'ai adoré voir le développement des personnages, leurs relations et la manière dont leur trauma les affecte entre guillemets et les empêche de se projeter dans le futur ou impacte la manière dont ils se projettent. Je vous ai fait un avis un petit peu plus détaillé et sur Instagram et dans mon bilan de lecture, mais il est trop bien. Si vous avez aimé Beach Read, je suis quasiment sûre que vous allez aimer celui-ci. Et si vous n'avez pas aimé Happy Place comme moi, je suis aussi quasiment sûre que vous allez aimer celui-ci. Ensuite, on a la catégorie, mais pareil, il n'y a pas grand-chose dedans, cadeau. Donc ça, c'est un livre que Lauralie m'a offert. Je dis il n'y a pas grand-chose dedans comme si c'était une mauvaise chose, c'est déjà très bien qu'on m'ait offert un livre. Et donc c'est Lauralie qui m'a offert le tome 3 de White Blood de Lim Lina, qui est une saga que j'adore. On y suit une jeune vampire qui est un peu différente de ses compères, puisque elle a pas envie de massacrer les humains. Au contraire, elle voit que les vampires massacrent de plus en plus d'humains dans leur société et elle va décider de s'allier avec un homme qui travaille dans la police pour essayer de réduire le taux de mortalité des humains par les attaques de vampires. Ouais, je crois pas que ma phrase elle a été très française, mais vous avez compris ce que je veux dire. J'aime trop, c'est le tome 3, je crois qu'il y en a 9 ou 10 et j'essaye de les savourer un petit peu parce que ça se lit vite et j'ai pas envie ensuite de devoir attendre la sortie des autres tomes. Et on passe au livre d'édition collector. En premier, j'attrape Evocation de S.T. Gibson, qui est donc l'autrice de A Dowry of Blood que j'avais adoré. Celui-ci, je l'avais commencé, mais je l'ai mis en pause parce que c'est pas trop ce que j'avais envie de lire sur le moment. Mais alors, l'édition est absolument magnifique. Et dans celui-ci, je crois qu'on y suit deux amis amants. Qui ont des pouvoirs magiques tous les deux, qui se sont alors je sais plus si c'est des sorciers ou des... Parce qu'il y a une différence dans le livre entre witches et sorcerers, mais je crois que eux ce sont des sorcereurs, bref. Et il y a tout un truc où on a notre personnage principal qui se retrouve maudit, il a genre une grosse malédiction sur lui et il va essayer de tout faire pour s'en libérer, y compris devoir reparler à celui que je pense être son ex, et je crois que c'est un livre avec du polyamour, comme dans A Dowry of Blood. J'avais beaucoup aimé ce type de représentation, donc j'espère que j'aimerais bien aussi là-dedans, et c'est écrit à l'arrière, seul le sang peut réécrire le sang. C'est vraiment des vibes très particulières, les livres de S.T. Gibson, mais moi j'adore. Après, j'ai reçu dans la Illumicrate To Gaze Upon Wicked Gods de Molly X. Chang. Il est très beau et c'est blurb par Xiran Jay Zhao qui a écrit Iron Widow, que j'avais beaucoup aimé. Celui-ci, je vous avoue que je me rappelle pas trop... Ah si, oui, ok, d'accord. Celui-ci, je crois qu'il est justement très mal noté et je ne le lirai pas, tout simplement parce que il fait... il met en avant le fait de tomber amoureux de son oppresseur et en gros il rend sexy un petit peu l'oppression de certains peuples. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai reçu, mais je ne vais pas le garder, je vais le vendre. J'avais lu le résumé, j'étais allée voir sur Goodreads et effectivement il paraît que c'est un livre
très problématique sur la manière dont il aborde ces sujets-là. Donc je vous donne pas forcément le résumé plus en détail, mais si ça vous intéresse, vous pouvez quand même aller le regarder sur Goodreads. Ça, c'est un achat. Donc j'avais acheté en dehors de la box cette édition collector parce que j'avais adoré Spells for Forgetting de cette autrice. Et donc j'avais voulu acheter son nouveau The Unmaking of June Farrell que je suis en train d'écouter en audio. Pour l'instant, je suis pas autant prise dedans que ce que je voulais parce que c'est, je sais pas, j'arrive pas trop à être à fond dans la romance, mais je pense que je vais quand même le finir et je vous donnerai mon avis. Il est très très beau, par contre l'édition collector est vraiment très très jolie, on a un beau jaspage. Et là c'est sur une jeune femme qui sait que toutes les femmes de sa génération, enfin depuis des générations, sont maudites dans le sens où elles deviennent toutes folles, elles commencent à voir des choses qui n'existent pas. Et donc June, elle a dit, moi je serai la dernière de ma lignée, je ne me reproduirai pas parce que je ne veux pas que d'autres femmes subissent ça. Jusqu'au jour où donc sa grand-mère décède, sa mère a disparu quand elle était bébé, elle a été abandonnée. Et une fois que sa grand-mère est décédée, elle aussi, elle commence à voir des choses qui ne sont pas là, elle commence à voir des portes, elle commence à voir des personnes, et elle va décider de traverser cette porte. Je ne vous en dis pas plus. Après, chez Fairyloot, on a reçu Lore of the Worlds de Annalie Zbrana. Ma foi, l'édition est très jolie, mais je crois que pareil, les notes sont censées être très mauvaises. Donc là, on était sur... pas une très bonne lancée des livres Fairyloot, mais les derniers qu'on a reçus sont mieux notés. Pareil pour Enemy Crate. Celui-ci, pareil, je me rappelle pas trop du résumé, mais je crois qu'on y suit une apothicaire et une romance avec un petit triangle amoureux et tout. Je sais plus trop. Donc si jamais la vibe vous parle, je vous conseille d'aller regarder le résumé sur Goodreads. Mais voilà, les notes étaient vraiment pas dingues, il me semble. En ce moment, tous les livres Fairyloot, en tout cas, avant les derniers qu'on a reçus, là, les 2 derniers qu'on a reçus, c'était toujours en dessous de 3,80 les notes, ce que je trouve un peu dommage parce que, bon, faut pas toujours se fier aux notes, mais quand le livre est vraiment très mal noté, généralement, il y a une bonne raison. Et le dernier que j'ai reçu, celui-ci est bien noté, donc des éditions Fairyloot, c'est Darker by Four de June L. Tan. Il me semble que c'est elle qui a écrit Jade Fire Gold. Celui-là, je l'ai aussi commencé en audio. Pour l'instant, j'aime bien, mais je pense pas que le format audio soit le meilleur pour ce livre, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnages et je suis complètement perdue dans les personnages. J'aime bien l'intrigue, mais j'arrive pas à me repérer sur qui est qui, donc il va falloir que je repasse sur le format papier. J'ai déjà lu 87 pages et j'aime beaucoup l'univers. L'édition, pareil, est absolument magnifique. Il y a beaucoup de détails très beaux. Les fan art à l'intérieur, enfin les artworks plutôt, sont vraiment magnifiques et c'est très cool. C'est donc sur une jeune fille qui veut devenir exorciste parce que dans leur monde il y a des sortes de démons et des revenants, et en parallèle de suivre cette jeune fille qui veut devenir une exorciste, donc une tueuse de démons entre guillemets, on y suit des faucheurs en fait, donc qui vivent dans les enfers et qui viennent donc faucher les gens. Je serais incapable de vous dire les noms des personnages parce que encore une fois je me rappelle plus qui est qui, mais pour l'instant là c'est très cool. Voilà pour tous les livres Fairyloot et Enemy Crate. On passe au service presse. On commence par les éditions Brajlon qui m'ont envoyé 4 livres ce mois-ci. En premier, on a The City of Stardust de Georgia Summers que j'avais lu en anglais et que j'avais bien aimé. C'était pas ma meilleure lecture, mais j'ai trouvé le concept très cool et j'ai beaucoup aimé découvrir la plume de cette autrice. J'ai trouvé que l'univers était assez magique et j'ai aimé la manière dont elle avait ficelé toute son intrigue. On y suit une famille qui est maudite depuis des siècles, donc il y a toujours quelqu'un dans les dernières générations qui vient et qui est enlevé par une femme un petit peu mystérieuse, et quand la mère de notre personnage principal s'enfuit, l'abandonne, et bien elle sait que du coup c'est elle, le personnage principal, qui va venir se faire enlever par cette femme. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Et bien elle va essayer de retrouver sa mère pour que ce soit elle qui se fasse récupérer tout simplement en mode meuf t'es partie, c'est pas moi qui vais raquer à ta place entre guillemets. Et pour ça elle va devoir aller explorer The City of Stardust et donc découvrir plein de choses autour de la magie et sur ce qui a engendré cette malédiction pour sa famille. J'ai aussi reçu Les Dieux de Jade et d'Ombre de Silvia Moreno Garcia. J'aime beaucoup Silvia Moreno Garcia, donc je suis très contente. Il faut que je le lise. En plus, il était dans ma wishlist en VO depuis pas mal de temps. Donc il faut vraiment que je me lance. Et donc c'est écrit que c'est un sombre conte de fées inspiré par le folklore mexicain. Ça se passe au Mexique dans les années 20, pendant le Jazz Age. Et il me semble que donc c'est notre personnage principal qui va rencontrer un dieu assez séduisant qui va la pousser à se lancer dans un périple à la rencontre du monde des morts mayas. Donc ma foi, ça a l'air trop bien, c'est clairement la vibe que j'aime. Celui-ci, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois d'avril, je pense. C'est Inanna de Emily H. Wilson. J'ai beaucoup aimé, pareil, un livre sur l'épopée de Gilgamesh, mais aussi sur l'histoire de Inanna et l'histoire de Ninchubar. Donc Inanna qui est la déesse de la guerre et de l'amour, et Ninchubar qui est
une guerrière. Et c'était vraiment très très cool, ça permet d'en apprendre plus sur la mythologie mésopotamienne et j'ai hâte de lire la suite parce que j'ai beaucoup aimé voilà, découvrir tout ce récit et découvrir l'histoire de ces personnages que je connaissais vraiment pas beaucoup avant de me lancer dedans. Et enfin, toujours aux éditions Brajlon, j'ai reçu The Foxglove King de Anna Whitten dans cette édition collector qui est absolument magnifique, vraiment elle est très 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 jolie je trouve. Il faut vraiment que je me lance dedans parce que en plus je l'avais en VO aussi, mais je pense que c'est un livre que je vais trouver plus digeste en français. J'espère qu'il va me plaire parce que je sais pour le coup que les retours sont plutôt mitigés, donc j'espère faire partie de ceux qui l'apprécieront. Et celui-là, je tente pas de vous faire le résumé parce que je suis pas trop sûre de ce qui se passe dedans, donc je vais juste vous lire les petites pages ici. C'est écrit: un royaume décadent inspiré d'une cour de Versailles gothique, une nécromancienne traquée dissimulant une magie des morts interdite, un prince et un prêtre guerrier ennemis, prêts à tout pour servir leur cause. Bienvenue à la cour de la citadelle. Ma foi, ça donne envie. De la part des éditions Gallimard, j'ai reçu un poche et un grand format de la même autrice, donc de Frances Hardinge, j'espère que je prononce bien. En poche, j'ai reçu À la lumière des profondeurs, donc celui-ci, je peux vous lire le résumé parce qu'il est très très court, c'est écrit: depuis l'enfance à l'orphelinat, Arc et Jerk se serrent les coudes et vivotent de petites arnaques tout en rêvant des trésors que recèle l'abysse. Mais un royaume hanté de cauchemars s'étend sous la mer et il n'est pas toujours bon que les vestiges du passé remontent à la surface. Entre Lovecraft et Jules Verne, un roman fantastique à l'univers original et fascinant, ce qui donne vraiment vraiment envie. Et en fait, à l'arrière, je viens de voir qu'ils ont mis, vous savez, un petit graphique comme ça, avec les différents éléments qu'on peut retrouver dedans. Donc c'est écrit que c'est un tiers du fanatisme, un tiers trésor enfoui, un tiers monstre marin. Ça, c'est clairement le genre de livre que je vais garder pour quand je pars en vacances parce que le format poche est très pratique pour ça. Et ensuite, on a Tisseur de sorts. Alors ça, je vous avoue, si vous savez... Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce qu'en fait, quand je regarde sur Goodreads, c'est écrit que Tisseur de sorts en anglais, c'est un tome 2. Mais là, en français, il sort comme un tome 1. En tout cas, comme un tome tout seul, j'ai l'impression. Il sort pas comme un tome 2, mais en anglais, c'est écrit que c'est un tome 2. Donc, est-ce que c'est moi qui fais mal mes recherches ou est-ce que c'est moi qui comprends pas quelque chose? Sinon, il faudrait que j'envoie un mail à Gallimard pour comprendre. Mais un petit peu perturbé. C'est donc Tisseur de sorts, toujours de Frances Hardinge. Et le résumé nous dit: au pays de Radit, terre de créatures légendaires et de malédictions, être transformé en héron ou privé de son ombre est un risque que court tout à chacun. Seule Kellen possède le don unique de délier les sorts, mais ce pouvoir à double tranchant pourrait lui attirer de sérieux ennuis, comme quand un inquiétant messager vient les trouver lui et sa meilleure amie pour leur confier une périlleuse mission au cœur des sauvages. Pour le coup, le résumé a l'air très très cool, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre où il se situe par rapport au titre anglophone. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu celui-ci qui me tente trop parce que c'est une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone et c'est La Reine des Enfers de Bea B. Fitzgerald. Je sais pas comment j'imagine que ça se prononce bien en anglais, Bea en français. Voilà, réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone où on y suit donc Perséphone qu'on veut marier de force, mais elle décide qu'elle n'a pas envie d'obéir et donc elle va se rendre aux enfers pour demander à Hadès de l'aider. Elle est prête à prendre tous les risques, c'est écrit. Et voilà, ça a l'air très très cool. Et c'est écrit derrière: les dieux ont menti, Perséphone n'a jamais été kidnappée, ni retenue aux enfers par Hadès, elle s'y est précipitée. Et en plus de ça, vraiment l'édition est super canon, je trouve. J'ai oublié que j'avais un autre livre des éditions Gallimard, j'ai le tome 3 de Alma, Le vent se lève, enfin de la trilogie Alma de Timothée de Fombelle, qu'il faut que je lise parce qu'en plus ils m'ont gentiment envoyé le tome 1 et le tome 2 quand j'ai rejoint leur club de lecture. Donc là maintenant que j'ai les 3, j'ai plus d'excuses, je peux me faire même un vlog lecture où je lis les 3. C'est un livre qui me donne envie depuis très longtemps en plus, donc j'ai pas de raison, maintenant j'ai les 3. Et je sais pas si vous avez vu, mais sur le dos on a ce design là, quand on a les 3 livres à la suite ça fait une envolée d'oiseaux, ce genre de détail tout con, mais moi je trouve ça très bien pensé entre guillemets et la couverture est trop belle. Je ne vous donne pas le résumé tout simplement parce que là c'est le résumé du tome 3 et comme j'ai pas lu le tome 1 je saurais pas vous dire, mais il me semble que c'est sur une histoire d'esclavage et surtout de récupérer sa liberté. De la part des éditions Calman Lévy, je vous avoue que je ne sais pas du tout comment le prononcer, alors si vous savez merci de me le préciser dans les commentaires parce que j'en ai marre de peut-être massacrer leur nom à chaque fois. J'ai reçu La folle destinée des Kerdelec de Aurore Drécourt tout simplement parce que j'organise une lecture commune qui commence là au jour où sort cette vidéo demain, donc je vous mets le lien sur Discord si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà, comme ça on lit ensemble. Je propose un format de lecture en une semaine et un format de lecture en 2 semaines pour ceux qui lisent soit plus rapidement, soit un petit peu plus lentement, chacun son rythme. Donc voilà, je voulais proposer les deux. Et aussi parce que je vous sors très bientôt une vidéo Jaspage, j'ai proposé 2 Jaspages sur ces livres. Donc voilà, trop hâte de pouvoir vous montrer ça. Et je vous donne le résumé de celui-ci. Donc c'est, il me semble, une sorte de romance un petit peu historique avec une, j'ai envie de dire une enquête, mais je suis plus sûre.
Oui, c'est ça, il me semble qu'il y a une enquête. C'est écrit une fille cadette, la noblesse bretonne, un papier volé, engouffrez-vous dans les aventures captivantes des Cardelec. Tout l'univers de Sophie, fille cadette du baron de Cardelec, vient de s'écrouler. Lors du grand bal donné hier à Rennes, le précieux acte de baptême qui allait assurer l'avenir des Cardelec a été volé. Pire, son frère jumeau Étienne a disparu, et le double choc est si grand que leur père, le baron, est victime d'une attaque. Mais Sophie est une jeune fille courageuse et libre, bien trop pour les convenances, dirait sa mère, prête à tout pour sauver les siens et consciente qu'elle ne pourra rien faire en tant que femme, elle décide de partir à la recherche de l'acte volé en faisant passer pour son frère jumeau. Ouh, j'aime bien, une vibe à la Mulan un petit peu. Après tout, ils ont joué à échanger leur place durant toute leur enfance sans se faire repérer. Commence alors pour elle une quête périlleuse dans un monde impitoyable dont elle ne connaît les codes, quête d'autant plus déroutante que le séduisant et provoquant comte de Carnac revendique lui aussi l'héritage. Petite vibe peut-être Enemies to Lovers, j'ai hâte de l'entamer. Voilà, le lien du Discord est en description si ça vous intéresse. De la part des éditions Michel Lafon, j'ai reçu Dans les yeux de Méduse de Nathalie Heinz. Je vous avoue que je suis pas partenaire Michel Lafon à la base, mais je leur ai envoyé un petit message parce qu'il me faisait trop envie. J'avais adoré A Thousand Ships. Wow, A Thousand Ships, c'est dur à dire. De cette même autrice. Donc voilà, je leur ai gentiment envoyé si je pouvais le recevoir et ils ont dit oui, donc je suis très contente. Je l'ai entamé directement, j'ai lu 37 pages hier soir et pour l'instant j'aime beaucoup. On vient donc y découvrir l'histoire de Méduse, mais sur un point de vue, on va dire, un petit peu moins... On va moins la dépeindre en monstre, même ne pas la dépeindre en monstre, et on va montrer un petit peu ce qui lui est arrivé, parce que c'est quand même une femme qui à la base a été agressée sexuellement par Poséidon, et qu'on a transformée en monstre pour la punir elle, alors qu'elle n'y était absolument pour rien. Et on découvre aussi un petit peu son passé, la manière dont elle a été élevée par ses sœurs les Gorgones, enfin bref, pour l'instant, rien que les 37 premières pages, j'aime trop. De la part des éditions Verso, j'ai reçu 3 livres tout simplement parce que je suis en collaboration avec eux. Je suis en train de publier en fait chaque semaine sur Instagram et sur TikTok si jamais ça vous intéresse des vidéos tuto jaspage où je vous apprends à réaliser vos propres jaspages sur les livres. Donc là on a déjà posté la première vidéo où je vous montre tous les outils nécessaires pour faire des jaspages. Alors il y en a beaucoup qui ont dit qu'effectivement c'était un sacré budget. Je précise que tout le monde ne commence pas à l'aérographe et c'est pour ça qu'il y a le budget peinture à l'acrylique qui est beaucoup plus abordable où il suffit d'avoir de quoi peindre à l'acrylique et puis de quoi juste presser son livre, c'est déjà pas mal. Et après effectivement quand on a envie de se lancer dans du jaspage à l'aérographe, là le coût est un petit peu plus cher, mais pour débuter c'est toujours bien de commencer à l'acrylique. Et pour ça, j'ai donc montré comment réaliser ce jaspage-là sur Mission Damas de David Maklowski, qui m'ont gentiment envoyé et qu'il faut que je lise parce qu'il a l'air très très cool. Et il a été élu par The Times meilleur thriller de l'année 2023, donc autant vous dire que j'ai trop hâte de le lire. Et le résumé nous dit: Sam Joseph, agent de la CIA, est envoyé à Paris afin de recruter Mariam Haddad, haute fonctionnaire, travaillant au palais présidentiel syrien. Entre eux, c'est le coup de foudre, mais cette relation interdite pourrait leur coûter très cher, surtout qu'ils doivent se rendre à Damas pour traquer le responsable de la disparition d'un espion américain. Très vite, leur chasse à l'homme les conduit à la découverte d'une série d'assassinats et d'un sombre secret dissimulé au cœur du régime syrien. Dans le radar du chasseur d'espions d'Assad et son frère, chef de la redoutée garde républicaine, les deux amants devront mettre en jeu aussi bien leur propre vie que l'avenir de tout un pays. Très envie de les découvrir. Ils m'ont aussi envoyé Butcher and Blackbird de Brian Weaver, donc de la série The Ruinous Love que je suis en train de lire. J'ai dépassé, j'en suis aux 3/4 et j'aime beaucoup plus que ce que je pensais. Vraiment, je pensais pas autant apprécier. Alors, il y a une liste de trigger warning longue comme mon bras, donc je vous conseille de la lire parce que c'est de la dark romance pour le coup, mais j'aime beaucoup leur alchimie entre les deux personnages. C'est très cru, hein. Ça parle de... Alors, il y a beaucoup de sexe et ça parle... Enfin, pas beaucoup de sexe pour le moment, mais ça parle crûment de sexe et ça parle très crûment de meurtre puisque c'est une romance entre deux tueurs en série mais qui ne tuent que des tueurs en série, c'est-à-dire que c'est des gentils tueurs en série, ils tuent que les méchants entre guillemets et ils vont se lancer dans une compétition, c'est-à-dire tous les ans ils se disent bon bah faut être le premier à tuer ce tueur en série et en même temps il y a cette romance, cette tension sexuelle entre les deux qui est très cool, donc voilà, c'est trop bien. Et sur celui-ci je vais vous apprendre à faire un jaspage à l'aérographe. Alors là j'ai que la version moche cette version là donc je vous la montre pas, mais je l'ai là, mais je vais vous apprendre à faire ce jaspage là. Alors je vais rajouter encore un détail ici, je vais rajouter des oiseaux, mais voilà, ce jaspage là un petit peu en 3D, là vous avez le teasing, trop hâte que vous le découvriez. Et enfin, il m'a envoyé celui-ci, La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton. Celui-ci, j'ai pas encore fait de jaspage, mais je sais déjà ce que je vais faire. Donc ce sera le 4e épisode et le 3e tuto jaspage. Et le résumé de celui-ci nous dit: l'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par des histoires de Tante Dimity que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise apprenant que Tante Dimity a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort, compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage de Cotswold. Mais une fois là-bas, des choses étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de Tante Dimity semble veiller sur elle. Le premier tome de la série d'enquêtes plus cosy que mystery, best-seller aux États-Unis depuis 30 ans. Ma foi, ça a l'air trop cool. Et voilà, ça sera le 3e tuto.
Il y en aura un quatrième, mais j'ai pas encore reçu le livre. De la part des éditions Casterman, j'ai reçu L'Archipel des Dieux, le tome 1, Le Sacrifice de Amy Kaufman. Donc c'est la première fois que je vais lire Amy Kaufman en autrice seule, il me semble. Je l'ai lu dans Illuminae, mais je ne l'ai jamais lu seule. J'ai vu des très bons retours sur ce livre, donc pour le coup, je pense aimer. Et le résumé nous dit qu'on y suit le personnage de Sally Walker qui va enfin prendre le large loin du royaume d'Alinor quand son navire est réquisitionné pour une mission d'ordre royal, escorter incognito le prince Léander jusqu'à l'archipel des dieux afin qu'il y accomplisse un rituel destiné à sauver son peuple. Malgré les puissantes marques de magicien que le jeune homme arbore sur les bras et son charme fou, Céline n'a aucune envie d'aider cet héritier arrogant. Mais le temps presse, l'impitoyable tueuse Laskia est lancée à leur trousse et ne poursuit qu'un seul but, assassiner Léander, le seul à pouvoir garantir la paix entre les dieux et les hommes. Ok, il m'a l'air, ma foi, plutôt intéressant. Bon, si le cadre a un peu changé, c'est normal, c'est à couper parce que mon appareil a décidé de surchauffer, sinon c'est pas drôle. J'en étais à celui-ci, donc Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks, qui m'a été envoyé par les éditions Sonatine. Il a l'air très très cool, j'avais toute une petite box en plus avec, quand je l'ai reçu, des petits accessoires et tout à mettre sur sa valise, enfin bref, très très cool. Et c'est écrit que c'est inspiré de Jules Verne et de Stephen King avec la vibe de Snowpiercer. Autant vous dire que ça a l'air trop cool. Et c'est écrit, donc ça se passe au 19e siècle. Quel secret renferme les terres oubliées, ces vastes étendues entre la Russie et la Chine totalement coupées du monde. La seule activité que l'on y connaisse est le passage du Transsibérien Express. Si la traversée est réputée dangereuse, les voyageurs ne manquent pas, tous attirés par les mystères et les légendes de ce territoire isolé. Malgré d'inquiétantes rumeurs à propos d'un accident survenu lors du dernier trajet, la compagnie l'assure, tout est désormais sécurisé. Et le prochain départ est là pour l'attester. À bord, les passagers s'installent, font connaissance. Mais si tout semble se présenter au mieux, certains ont des raisons particulières d'être là. Maria, par exemple, qui a l'impression qu'on lui cache la vérité sur la mort de son père, survenue peu après la dernière traversée. Ou bien Wei Wei, l'enfant né dans le train, qui en connaît chaque recoin et secret par cœur. Sans oublier la mystérieuse capitaine, dont la discrétion confine à l'invisibilité, alors que le Transsibérien Express commence sa course folle, des événements d'abord imprévisibles, puis très vite incontrôlables, se produisent. Ça a l'air trop bien. J'ai reçu trop de livres qui ont l'air trop bien, le problème étant que j'ai envie de tout lire, et du coup, c'est compliqué de choisir à chaque fois mes lectures. Mais celui-ci, je l'ai déjà lu, et je l'avais reçu de la part des éditions Fleuve Noir, enfin Fleuve, dans la collection Fleuve Noir. C'est le dernier Franck Tillier, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture, il est absolument génial. Je pense que c'est un des meilleurs qu'il est sorti récemment, vraiment j'ai passé un trop bon moment. Celui-ci se passe au Canada, dans le Grand Nord canadien, quand la fille d'un de nos personnages principaux se fait malheureusement assassiner, et bien il se retrouve à aller depuis Paris vers le Canada pour découvrir ce qui s'est passé, et là-bas il va rencontrer une enquêtrice qui a un passé avec la ville de Northfairville. Elle a grandi là-bas, elle n'y travaille plus, mais comme elle a un passé qui est lié, eh bien on va l'envoyer enquêter sur l'affaire, et voilà, ils vont se retrouver à essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé autour du meurtre de cette jeune fille. Et ils vont découvrir que peut-être qu'il y a plus de choses qui se trament derrière juste l'assassinat de Morgane. Et ce que j'ai aimé, c'est que donc il y a toute cette enquête, mais il y a aussi des propos et une étude très intéressante sur ce qui se passe et ce qui s'est passé pendant des années et ce qui se passe encore aujourd'hui sur l'invisibilisation des peuples autochtones et aussi le traitement des femmes autochtones, la manière dont elles ont été parfois, enfin même souvent assassinées et la manière dont ça a été complètement invisibilisé par la police, l'État, tout a été couvert. Bref, c'est aussi quelque chose qui est mentionné dans le livre et qui est très bien traité, je trouve, donc pour ça aussi je le recommande. Ah, mais j'ai oublié que j'avais un autre achat, je l'avais mis dans la pile et je l'ai oublié, c'est Two Twisted Crowns de Rachel Gillig, donc le tome 2 de One Dark Window. Je l'ai adoré, je l'ai terminé avant-hier, je crois, et vraiment j'aime trop cette saga. Si vous aimez les fantaisies avec de la romance, des fantaisies un petit peu plus sombres avec un système de magie original, eh bien vous allez adorer celui-ci. C'est autour du système de magie avec des cartes de tarot, j'ai trouvé ça trop bien, et le tome 2 vient explorer plein de choses qu'on n'avait pas vues dans le tome 1 ou qu'on commençait à nous hinter un petit peu dans le tome 1. Donc j'ai adoré la conclusion à cette saga. Je vais tenter de faire un résumé du tome 1, mais ça va être vraiment à ma sauce parce que je me rappelle plus trop de ce qui est dit dans le tome 1. Mais on y suit en gros, ça se passe dans une société, enfin on va dire, ça se passe quelque part, un peu moyenâgeux on va dire, où il y a maintenant des cartes de la Providence, donc des sortes de cartes de tarot, mais ça s'appelle les cartes de la Providence, qui offrent des pouvoirs à ceux qui la tapent 3 fois. Donc par exemple, il va y avoir la Stice, donc la faux, je crois que ça s'appelle. Si vous la coupez 3 fois, eh bien vous pouvez commander les gens. La carte du cauchemar, si vous la touchez 3 fois, eh bien vous pouvez rentrer et parler dans les pensées des gens. Bref, il y a plein de choses comme ça. La Maiden card, si vous la touchez 3 fois, vous devenez absolument sublime. Et donc il y a la royauté qui possède ces cartes-là,
mais pas que. Et en parallèle de ça, il y a une sorte de brume qui se propage et qui essaye de pousser les gens à aller dans la forêt. Et une fois que les gens vont dans la forêt, eh bien, ils développent une infection qui soit va les tuer, soit va leur donner de la magie propre sans qu'ils aient besoin de toucher les cartes de la Providence. Et ça, la royauté n'aime pas. Et donc, elle cherche à chasser, entre guillemets, les infectés. Sauf que certains membres de la royauté, certains membres de la famille royale décide de lutter contre ça et on y suit en parallèle notre personnage qui s'appelle Elspeth qui a été infectée et elle, son infection, eh bien, c'est le nightmare, en gros, une sorte de cauchemar qui parle dans sa tête H24. Et le destin de tous nos personnages va se retrouver lié. Je suis désolée pour ce résumé un petit peu flou, on va dire, mais j'ai vraiment peur de trop vous en dire, donc j'essaye de faire le truc complètement à ma sauce. De la part des éditions Bayard, j'ai reçu une 9e sur la liste de Natasha Friends que j'ai lu ce mois-ci, donc je vous en parlerai dans mon bilan lecture, mais j'ai bien aimé, je trouve que c'est un livre important de lire, puisque ça vient traiter du sujet des agressions sexuelles et les dérives des frat parties, les frat boys, les fraternités donc aux États-Unis, puisque là on y suit une jeune fille, notre personnage principal qui s'appelle Nora, qui va se réveiller sur un cours de golf, elle n'a plus sa culotte, elle a été plantée sur un truc de golf, là, les piquets de golf. Alors elle n'a pas été agressée sexuellement, mais ça allait être le cas. Sauf qu'un mec est intervenu, il a vu d'autres hommes essayer de s'en prendre à elle sur le truc de golf, et donc il est venu avec sa batte de baseball pour les chasser, mais entre-temps, ils lui ont écrit un numéro 9 sur l'intérieur de la cuisse. Au début, Nora, elle veut rien avoir à faire avec ça, elle veut complètement oublier ce qui s'est passé, elle gère son trauma de cette manière-là, en se disant... Je veux pas qu'on me réduise à ça, je veux oublier ce qui s'est passé. Et voilà, sauf que petit à petit, elle va se rendre compte qu'elle est loin d'être la seule victime. Elle est seulement la 9e sur la liste. Et donc, elle va finir par décider d'enquêter pour essayer de comprendre ce qui se passe et peut-être dénoncer les hommes qui commettent ces crimes-là. C'était vraiment bien. Je l'ai lu dans le cadre d'une collaboration avec Bayard. Et je vous prépare d'ailleurs une vidéo sur les raisons pour lesquelles c'est important de lire ce livre. Donc, restez connectés. De la part des éditions Chatterley, j'ai reçu La Clé d'Obsidienne de C.D. Van Wilder Zanetti. Voilà, ils avaient proposé de me l'envoyer et je me suis dit pourquoi pas. Honnêtement, le résumé était plutôt sympa. Je crois que c'est... Est-ce que c'est de la dark romance? Je suis plus sûre. Est-ce que c'est de la dark fantasy? Peut-être. Je vous lis le résumé, on va découvrir ensemble. Je l'ai déjà lu, mais j'oublie entre-temps. C'est écrit: un monde dominé par la magie du dieu soleil, une lutte sans merci entre 8 femmes pour conquérir l'empereur. Zina est prête à tout pour la victoire, mais l'éveil d'un désir interdit vient tout compromettre. L'empire de Paël est en crise, l'empereur se cherche une nouvelle épouse. Pour ce faire, il proclame... J'arrive pas à lire. Pour ce faire, il proclame l'Ayolt. Pareil, je sais pas le dire. 8 candidats vont participer à ce tournoi redoutable, à l'issue duquel la gagnante deviendra impératrice. Pour celle qui échoue, c'est la mort assurée. Zina, une des candidates porteuses d'une magie redoutée, poursuit cependant un autre objectif, découvrir qui a tué sa sœur. Dans sa quête de justice, elle va se heurter au secret du palais impérial et affronter le désir interdit qu'elle éprouve pour le fils de l'empereur. Et quand les dieux s'en mêlent, tout peut basculer. Je sais pas pourquoi je pense que c'est une dark fantasy ou une dark romance, peut-être juste parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de sexe. Je suis même plus sûre. Peut-être je vous dis n'importe quoi. Je vous dirai quand je l'aurai lu. Et de la part des éditions Rajo, j'ai reçu Sing Me to Sleep, donc la version française de Gaby Burton. J'avais adoré Sing Me to Sleep en VO, donc je suis très très contente. Le tome 1, c'est Le Chant des Sirènes. Je voulais y résumer parce que j'ai peur de trop vous spoiler, donc on va voir ce qu'ils disent dans celui-ci. Alors pour vous préciser, ça je l'ai appris aussi récemment, donc je vous le dis. Quand c'est écrit Saoirse là, ça S-A-O-I-R-S-E, eh bien ça se prononce Sorcha. Voilà. C'est irlandais ou écossais, c'est un peu comme Nive et Niam, là, Niam qui se prononce Nive. C'est pareil, ça se prononce Sorcha. Donc si vous le saviez pas, maintenant vous le savez, je le savais pas, je l'ai mal prononcé un nombre incalculable de fois et j'ai fini par voir que ça se prononçait comme ça. C'est écrit: Sorcha est une sirène, une créature sublime aux pulsions meurtrières, un être dont l'existence même est illégale. Pourtant, pour protéger sa sœur d'un terrible chantage, la jeune femme doit se rapprocher du danger et entrer au service de la famille royale. Désormais garde du corps du séduisant prince héritier du royaume de Kerdre, je sais pas si je le dis bien, Sorcha a de plus en plus de mal à cacher son identité, d'autant qu'elle est chargée d'arrêter un assassin sanguinaire qui sévit en ville, autrement dit, elle-même. Et c'était trop bien. Vraiment, c'était un livre, vous savez, qui fonctionne dans le moment où vous avez envie de le lire et que vous cherchez à lire ça. Vous lisez, vous êtes en mode, oui, c'est vraiment ce que j'avais envie de lire sur cette période-là. Bah, c'était le cas pour moi. J'espère qu'il vous plaira aussi. Et ça me manquait de lire des livres avec des sirènes aussi. Mais les sirènes, vous savez, avec la nature un peu plus tueuse qui va entraîner les hommes dans le fond pour les noyer, c'est un peu ce qu'on a envie de voir. Et puis les sirènes trop juste jolies et mignonnes. Ouh, c'est lourd. On passe au BD roman graphique que j'ai reçu. J'en ai reçu pas mal et j'en ai déjà lu pas mal, donc ça c'est cool.
En premier de la part des éditions Dupuis, j'ai reçu Bouland de Rours, je sais pas si je le prononce bien. J'ai lu la moitié, il faut que je lise l'autre moitié, c'est ce que j'aime bien lire en me posant au soleil. Et ça c'est sur un petit garçon qui est né de parents magiques. Sa maman est une sorcière, mais lui il a pas encore de pouvoir. Mais c'est une petite tête brûlée, il aime bien aller embêter ses voisins au quotidien. Et sa maman un jour elle en a marre, elle dit vraiment j'en peux plus, il fait que des conneries, il est incapable de faire ce que je lui demande. Du coup elle l'envoie à Bouland, l'école des monstres, en se disant bah ça va peut-être lui faire un électrochoc et faire en sorte qu'il se comporte un petit peu mieux. Donc on a ce petit enfant pour l'instant humain qui a pas de pouvoir et qui se retrouve au milieu de tous ces monstres. Et c'est marrant, j'aime bien pour le moment. Toujours de la part des éditions Dupuis, j'ai reçu Bâtard de Zeus de Agnès Maupré. Il est trop beau, j'ai vraiment bien aimé. Pareil, je vous en parlerai dans mon bilan lecture parce que je l'ai lu là début du mois de mai. Et c'est donc sur une jeune fille qui cherche à en découvrir un petit peu plus sur son identité et elle veut que son père prenne ses responsabilités pour le fait de l'avoir abandonnée puisque c'est une bâtarde de Zeus. Et donc on y suit nos deux personnages là qui partent à la recherche de Zeus pour lui demander des comptes et elles essayent de réunir un peu les autres bâtards et bâtardes pour voilà, faire une sorte d'armée qui vient dire à Zeus essaye de prendre tes responsabilités. Toujours des éditions Dupuis, j'ai reçu Terrible de Gaël Henry, l'enfant, la jeune fille et la sorcière. Et celui-ci, il me semble que... Alors, je me rappelle plus mais j'ai un doute. Il me semble qu'à un moment on mentionne que c'est Baba Yaga. Oui c'est ça. Je crois que c'est sur l'histoire de Baba Yaga. C'est sur donc une jeune fille et son petit frère qui se retrouvent à rentrer dans cette forêt un petit peu magique et son frère va disparaître. Elle va partir à sa recherche et pour ça elle va tomber sur Baba Yaga. Beaucoup d'aventures vont s'en suivre et j'ai pas eu un énorme coup de cœur dessus mais par contre j'ai aimé la fin. J'étais en mode ok, c'est pas la fin que j'attendais, mais du coup je trouve ça très cool. Et j'ai quand même passé un très bon moment, j'ai trouvé les dessins très beaux. Et voilà. Je saurais pas trop quoi vous en dire de plus. De la part des éditions Dracou, j'ai reçu Opportune de Bothian et Migaldi. Je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois. C'est un retelling de La Belle et la Bête. Pareil, je m'attendais pas à la fin, donc ça j'étais assez contente. Sinon, pour le coup, je trouvais qu'il manquait des informations pour que ce soit à fond dans l'intrigue. Il y avait cette impression d'être trop vite dedans et du coup d'être trop spectateur et je sais pas, de pas avoir les informations dont on avait besoin pour être vraiment à fond. Mais pour le résumer, c'est écrit il y a 40 ans, la monarchie céleste a été renversée et un sort jeté sur les courtisans transformés en monstres bestiaux. Dans les nuages où on se déplace en bateau volant règne maintenant la loi du plus fort ou du plus malin. Parmi eux, Opportune, redoutable capitaine corsaire, Traque Épigone, ancien officier royal avide de vengeance. Elle a un appât de taille, le moyen de mettre fin à la malédiction. Quand une tempête se lève en pleine bataille, les deux opposants sont séparés de leurs équipages et doivent s'allier pour échapper au danger. Une étrange relation se noue alors entre la bête captive et sa belle geôlière. Voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai reçu et donc qui vient conclure cette vidéo, c'est l'adaptation en BD de Petit Pays, donc qui est à la base un roman de Gabriel Faye, adapté ici donc par lui-même, Savoya et Sowa. Vous entendez Cosmi qui crache sur son frère, hein, toujours très aimable. Donc voilà, c'est l'adaptation de ce roman et c'est écrit au temps d'avant, c'était le bonheur, la vie sans se l'expliquer, l'existence était telle qu'elle avait toujours été et que je voulais qu'elle reste. En 1994, à Bujumbura, capitale du Burundi, Gabi, 10 ans, et Anna, sa petite sœur, vivent dans l'insouciance de l'enfance entre un père européen, français du Jura, et une mère africaine rwandaise de l'ethnie Tutsi. Mais l'innocence ne protège pas de la violence qui soudain se déchaîne de toutes parts. À l'intérieur de la cellule familiale, c'est la rupture entre les parents. À l'extérieur, c'est l'explosion de la haine raciale. Tout près de l'autre côté de la frontière, au Rwanda, un gouvernement hutu extrémiste entraîne la population à massacrer 1 million de Tutsis en quelques mois. L'onde de choc de ce génocide balaye Bujumbura. La guerre n'est plus un jeu de petits garçons, la mort rôde désormais sur le palier des maisons, et la question pour chacun reste celle de la survie. Avec une interrogation, particulière pour Gabi, qu'est devenue sa mère dans ce chaos mortifère. C'est un livre qui résonne forcément en plus avec le contexte actuel de ce qui se passe en Palestine, au Soudan et au Congo. Donc voilà, c'est le genre de livre qu'il est important de lire pour s'informer sur ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans certains pays du monde. Je vais essayer de le lire très bientôt. J'avais lu Petit Pays, je l'avais écouté en audio, mais j'ai très envie de redécouvrir cette adaptation. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, je pense, dans mon bilan lecture de ce mois-ci. Et puis sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!